Oui, bonjour. Donc, nous allons maintenant donner la parole aux praticiens que je vais vous présenter. Vous avez Madame Carrette, qui est médecin du travail. Où est-elle? Elle est ici, voilà. Vous avez Madame Rumilla, psychologue du travail, qui va intervenir. Madame Lehir, qui est DRH adjointe de l'ancienne CEMITAG devenue MTAG. Et Monsieur Clinchamp, agent de contrôle de l'administration du travail, et Mathias Verdière, qui est délégué syndical au sein de la société Schneider. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que vous puissiez témoigner de ce que vous avez, comment vous percevez cette métamorphose des relations de travail. Et nous avions envie de vous interroger en premier lieu sur, déjà, est-ce que vous pouvez nous dresser un bilan de ce qu'a été le retour d'expérience du télétravail que nous avons vécu pendant la pandémie. Bonjour à tous. La MTAG est une entreprise, pour ceux qui ne la connaissent pas, on gère les transports en commun de l'agglomération grenobloise. Donc le télétravail déjà ne s'applique pas à un grand nombre de salariés. Les 2/3 ce sont des conducteurs. Un grand nombre du reste des salariés, c'est de la maintenance. Donc le télétravail est assez confidentiel, c'est essentiellement les fonctions de support, on va dire une centaine de personnes au maximum. On avait la chance à MTAG d'avoir déjà réfléchi et négocié un accord de télétravail avant la pandémie, donc ce qui a beaucoup facilité la gestion de ce télétravail un peu contraint et forcé. Je crois que quand on parle de bilan, il faut faire vraiment la différence entre le télétravail mis en place comme un choix d'organisation, une possibilité qui est attendue des salariés et ouverte par certaines entreprises, et puis ce qu'on a vécu pendant la pandémie avec la mise en travail contrainte et exclusif de l'ensemble des salariés qui le pouvaient. Donc, on a réussi à le faire, ça a fait quand même, ça n'a pas été bien vécu par tout le monde. Et moi, le bilan que je fais, c'est que le télétravail, il doit rester choisi déjà. On ne peut pas l'imposer et il doit rester aussi un mode d'organisation du travail. Ça ne peut pas être à temps complet, quoi, parce que ça fait des dégâts sur le collectif. Et alors. Sinon, on a fait un bilan, hein, et il y a des attentes de révision de cet accord, de l'étendre à des populations qu'on n'avait pas initialement identifiées. Donc voilà, je crois qu'il y a une négociation prochaine qui va s'ouvrir pour tirer le bilan de cette expérimentation. Mais il faut vraiment dissocier la mise en place du télétravail contraint d'un mode d'organisation possible et choisi par ceux qui le souhaitent. Et paradoxalement, ce n'est pas forcément les plus jeunes, les X, Y, Z, qui sont le plus demandeurs. Moi, je constate plutôt que les gens qui arrivent, qui sont jeunes dans l'entreprise, ils n'aspirent pas forcément au télétravail, ils tiennent à cette intégration dans le collectif. Et aujourd'hui, les deux populations qui sont le plus en attente, c'est ceux qui habitent loin. Ça fait l'économie déjà financier du déplacement, le coût du temps de transport, et puis l'autre population qui voit vraiment un avantage, c'est ceux qui ont aussi des contraintes familiales fortes, hein, notamment des enfants, pas forcément en bas âge, mais avec des allers-retours à faire, la possibilité d'aller les chercher à l'école quand ils télétravaillent. Et je pense que c'est la cible des personnes qui sont le plus en attente sur la possibilité de télétravailler. Voilà. Donc un bilan plutôt positif, mais à ne pas généraliser et surtout pas imposer. Voilà. Ouais. Bonjour, donc moi Vincent Clinchamp. Alors l'administration du travail, c'est l'inspection du travail quand même, on peut la nommer. Elle n'est pas suffisamment visible certainement, mais voilà, elle existe et elle est parfois efficace, j'espère. Effectivement, moi j'ai une vision effectivement en tant qu'expert du travail. Alors, je suis en Nouvelle-Aquitaine, d'accord, mais j'ai exercé en région parisienne. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. Il y a le télétravail effectivement avant la crise du Covid, où effectivement c'était un télétravail qui était choisi, qui était négocié avec le dirigeant. Hein, donc c'était plutôt nous, ce qu'on voyait à l'inspection du travail, c'était plutôt des forfaits cadres, concrètement, avec des tâches qui étaient télétravaillables donc, chez eux.
du Covid, effectivement, où c'était quelque chose d'imposé et où beaucoup de salariés, quelle que soit la catégorie professionnelle, les métiers effectivement concernés, l'ont subi. Et là, effectivement, au niveau de la répercussion sur les salariés, c'était plutôt catastrophique, pour une grande partie en tout cas. Alors, il y a eu un sondage qui a été fait par le ministère du Travail pendant le confinement en novembre 2020, qui a été sollicité par Harris Interactive. Quelques chiffres. En fait, 39% des actifs qui avaient un emploi, donc, qui déclaraient que le télétravail, c'était quelque chose qu'ils pouvaient faire sans difficulté. On avait à côté 25% des télétravailleurs qui disaient que c'était quelque chose qui se faisait avec beaucoup de difficultés. D'accord. Et puis, on avait donc 36% des salariés qui disaient que ça ne peut pas du tout être télétravaillable. Voilà. Donc du coup, c'est quand même une grande répartition au niveau des secteurs d'activité. Et sur ces personnes qui effectivement télétravaillaient à 100%, c'est-à-dire 5 jours par semaine, on a quand même 58% qui disaient qu'ils l'ont très mal vécu, il y avait un sentiment d'isolation. Voilà. Donc nous, c'est principalement ça d'isolement, pardon. C'est principalement ça qu'on a eu, effectivement. C'est des gens qui ont très très mal vécu, parce que ça s'est fait sans période d'adaptation. Très souvent, en l'absence des représentants du personnel. Et donc, du coup, les dirigeants ont eu l'obligation, effectivement, de s'y mettre sans forcément avoir de protocole sanitaire. Et donc, ça a vraiment été vécu comme quelque chose de vraiment une séparation avec le collectif du travail qui est nécessaire, effectivement, au bien-être d'un salarié. Et donc, du coup, ça crée du stress, ça crée du mal-être au travail. Ça crée parfois, on a eu effectivement une recrudescence des cas de RPS, des risques psychosociaux, au niveau des entreprises. Et quelle que soit vraiment l'entreprise, c'est pas seulement forcément des cadres ou des salariés, etc. Vraiment, ça a concerné tout le monde. Et avec une difficulté, c'est que très souvent, ces accords d'entreprise qui ont été faits un peu à la va-vite et restés très généraux, en fait, avec peu de dispositifs très précis, notamment sur le contrôle de la durée du travail, sur l'évaluation des risques professionnels. Est-ce que c'est encore une réalité, le contrôle de la durée du travail, quand les gens sont en télétravail? Quel est votre rôle? Alors, nous, effectivement, avant le Covid, on avait une difficulté, c'est que c'était très souvent des forfaits cadres. Donc, les forfaits cadres, effectivement, on n'a pas l'obligation, enfin, le dirigeant d'entreprise n'a pas l'obligation de contrôler les durées maximales de travail à la journée, puisque c'est un forfait qui se contrôle souvent à la journée et pas à l'heure. Par contre, le dirigeant doit effectivement vérifier les temps de pause, les temps de repos notamment. Et on a une grosse difficulté, effectivement, on a cette grosse difficulté-là, c'est qu'effectivement, si les salariés ne venaient pas nous voir, c'est très compliqué pour contrôler, clairement, c'était un vide juridique, c'était très compliqué. Alors là, en plus, avec l'ensemble des salariés, c'était encore plus difficile, parce que le dirigeant, enfin, on a su après, certains dirigeants d'entreprise, effectivement, mettaient en place, vérifier les temps de connexion, etc. Et puis, face à l'inspection du travail, pour ne pas montrer qu'on est trop intrusif, finalement, on ne le disait pas forcément. Donc, voilà, donc pour nous, il a fallu s'organiser au niveau de l'inspection du travail. C'était quelque chose de très, très compliqué. D'ailleurs, je ne sais pas forcément qu'on était très performants là-dessus, parce qu'on était démunis, nous, concrètement, de moyens, ne pouvant pas aller forcément chez les salariés, parce que le télétravail, effectivement, on peut avoir un secteur d'activité qui est sur notre territoire, mais le salarié peut très bien être en région parisienne, par exemple. Et du coup, là, moi, je ne suis plus compétent pour aller contrôler en région parisienne. Donc, il y avait cette difficulté aussi de distance par rapport aux moyens qui sont mis au niveau de l'inspection du travail. Donc, c'était très compliqué. Et donc, beaucoup de travail avec les représentants du personnel, effectivement, de sensibilisation. Alors, c'est vrai que le nouvel accord national interprofessionnel oblige effectivement les directions à former les managers, ce qu'on n'avait pas sur ceux de 2005, par exemple. Mais ça s'est fait à la va-vite, donc il y a eu très peu de formation, très peu de sensibilisation, et donc ça, effectivement, il y a une grande exposition des salariés à des risques psychosociaux. Et vous alors, madame? Bonjour, moi je suis donc médecin du travail, donc je pense que c'est compliqué de généraliser d'abord parce que les situations elles sont multiples et les entreprises c'est très différent dans une grande entreprise, dans les petites entreprises, et la France elle est quand même surtout faite de PME et de TPE. Donc ça, on l'oublie souvent, je trouve. Les situations très diverses. Il y a eu effectivement, moi je vous rejoins, il y a eu le Covid. Donc du jour au lendemain, alors le télétravail il existait avant, évidemment, mais ça concernait surtout des cadres, donc c'était un petit peu particulier, c'était du télétravail choisi souvent. Et puis il y a eu le Covid avec une injonction de rester chez soi, donc ça concernait tout à coup 25% au moins des salariés qui ont importé leur bureau à leur domicile. Donc sans préparation, sans apprentissage, donc ça a été quand même assez violent. La décision a été assez violente et nécessaire, mais violente. Donc les salariés se sont retrouvés dans une situation qu'ils n'avaient pas du tout pu anticiper, préparer sans apprentissage. Et puis après, il y a le télétravail qui s'est mis en place et qui s'est un petit peu généralisé après effectivement le Covid.
Et là, on est face à une situation qui est quand même différente, parce qu'il y a eu des accords d'entreprise. Il y a eu du tout télétravail aussi au moment du confinement, puisque tout à coup, c'était tout le monde en télétravail et tout le temps. Là, maintenant, il y a du télétravail qui est plutôt choisi, et on a moins de tout télétravail. On a 1 ou 2 jours par semaine, souvent avec des accords d'entreprise. Donc, c'est un peu différent. Nous, on a vu des effets sur la santé physique, hein, évidemment. C'est que du jour au lendemain, on se retrouve chez soi sur un bout de table au milieu de sa cuisine avec des enfants autour, et c'était pas très commode. Donc on a vu des effets sur la santé physique avec des atteintes de troubles musculo-squelettiques, donc qui sont quand même apparus. On en a vu beaucoup. Des gens qui n'avaient pas de troubles et qui tout à coup en ont eu parce qu'ils étaient installés chez eux et souvent très mal installés. Donc on a vu des problèmes de cervicales, de tendinite des membres supérieurs, canal carpien aussi qui sont apparus. Donc nous on a intervenu aussi à domicile quand on a pu. On est allé voir les postes de travail et puis on a accompagné tout ça. Et puis la sédentarité. Donc là, je pense qu'on est au début des effets de ce qu'on voit sur la sédentarité, parce que les gens, ils sont assis toute la journée, ne sortent plus. Je reviens sur le trajet. C'est vrai que le télétravail, ça évite de faire des trajets. Ce qu'on voit aussi, c'est que les gens, ils commencent à travailler au moment où ils seraient partis de chez eux, mais pas au moment où ils auraient commencé à travailler, finalement. Ce qui fait que quand les gens avaient une demi-heure de trajet le matin et le soir, finalement, c'est 1 heure où ils travaillent en plus. C'est parce qu'ils commencent à travailler comme s'ils étaient partis au travail avec les transports. Donc là, il y a un allongement de la journée de travail souvent lié à ça. Donc il y a des problèmes de sédentarité. Moi, j'ai remarqué dans ma pratique aussi les problèmes d'addiction, où tout à coup, les gens étaient en plus chez eux. Il y a eu, pour certains, des pratiques. On a fini la journée de travail, on est 2 en télétravail, on prend un apéro. Puis après, on en prend 2. Et puis après, on ne sait pas. Et j'ai même des salariés, moi, qui m'ont alerté là-dessus en me disant, mais docteur, moi, maintenant, je fais ça. Est-ce que c'est bien normal ? Donc, il y a eu toutes ces pratiques qui ne sont pas très visibles et puis pas très investiguées encore. Mais je pense qu'il y a des effets quand même là-dessus. Plus facile de fumer chez soi aussi, hein. On n'est pas obligé de sortir, donc c'est plus facile. Et puis après, on a vu des signes sur la santé psychologique, psychique du salarié. Donc il y a eu l'isolement, évidemment, parce que le télétravail, ça a quand même atomisé le collectif de travail qui était déjà mis à mal souvent depuis longtemps. Donc ça a accru ça. Il y a eu quand même, moi de mon point de vue, vraiment une intensification, une densification du travail. C'est-à-dire que les gens, ils ont travaillé plus, avec plus d'informations à gérer, parce que l'information, elle arrivait par mail. Et puis avec tous les moyens de communication actuels, vous avez des petits bips, des petits trucs qui apparaissent là, sur votre écran, un petit signal sonore. Donc ça a créé aussi du stress. Densification, parce que beaucoup plus de reporting. Donc on a le cadre, le manager qui s'est trouvé à distance, il a été obligé de demander plus de reporting. Donc ça a allongé aussi les temps de travail, de communication. Plus de contrôle aussi, parce qu'il fallait tracer tout à coup ce qu'on pouvait tracer au quotidien. On a demandé aux salariés de le tracer à distance, avec la mise en place d'indicateurs très souvent, donc de tableaux, de choses comme ça, très déconnectés du travail réel. Donc ça, pour moi, ça met en invisibilité le travail réel. Et c'est un vrai problème parce qu'on réfléchit souvent au travail prescrit mais pas au travail réel. Donc ça a mis le salarié dans une situation de densification assez importante. L'isolement, évidemment, avait la perte de sens, on en a beaucoup parlé. Alors je pense que la perte de sens, elle ne vient pas du télétravail en soi, elle vient de la situation aussi de confinement sanitaire qu'on a vécu, avec un sentiment de fragilité souvent. Et je pense que quand on est fragile, des fois on se pose plus la question du sens de son travail. Et là, on a vraiment ces problématiques de sens. Qu'est-ce que je fais ? Pour qui je travaille ? C'est quoi la qualité du travail ? C'est quoi l'utilité de mon travail ? Et ça, je pense qu'on est face à des problématiques comme ça qui sont plus aiguës. Donc, c'est compliqué à gérer. Nous, on voit on voit une augmentation des risques psychosociaux, c'est certain, hein, et avec des problèmes de pérennité du travail, de retour au travail, de retour dans l'entreprise aussi, qui est compliqué. Puis je ne vous parle pas du flex office, toutes ces belles choses. Voilà. Merci.
Oui, alors moi j'aurais du mal à parler de la généralisation du travail, mais je peux partager quand même quelques observations pendant cette période de télétravail forcé en tout cas pour la plupart des personnes que j'ai pu avoir comme interlocuteur. Il y a pas mal de cas de figure. Il y a des personnes pour qui le télétravail a constitué une sorte de mise à l'abri par rapport à des situations qui étaient déjà difficiles, déjà lourdes. Il y a des personnes que ça a interrogé, vous venez d'en parler, hein, cette question du sens, hein, à quoi je contribue, en quoi c'est utile, c'est quoi la qualité de ma vie, qui sont interrogés aussi sur leur charge mentale par rapport à la rétribution qu'ils en obtenaient. Donc ça c'est plutôt quelque chose qui était intéressant. Bon, on peut peut-être mettre ça en lien aussi avec la vague de ce qu'on a appelé les démissions silencieuses qu'on a observées là ces derniers temps, où se posant cette question du sens, les personnes sont amenées à prendre des décisions qu'ils n'auraient peut-être pas prises s'il n'y avait pas eu ce contexte-là qui les a amenés à s'interroger de cette manière. Et puis, il y a aussi, ça a quand même pas mal ébranlé les bases sécuritaires, individuelles et collectives. Et moi, ce que j'ai surtout observé, ce qui m'a frappé, c'est un certain sentiment, vous parliez d'isolement, voilà, à un moment donné. Moi, j'irai plus loin, c'est pas moi qui vais plus loin, c'est ce que j'ai entendu est aller plus loin, un sentiment d'abandon. Alors, on a des besoins très différents, hein, les uns et les autres. Il y a des personnes qui ont des besoins d'encadrement importants, et puis il y a des personnes qui ont des souhaits je dirais plutôt d'indépendance, hein, par rapport à ou de grande autonomie par rapport à leur travail. Alors, la question du sentiment d'abandon, moi, je l'ai observé lorsque ces personnes étaient trop peu ou plus pilotées du tout. Voilà. C'est-à-dire que l'autonomie, c'est bien, hein, si on a un socle, un fondement rassurant, si on a un cadre de travail précis. Et en l'absence de ça, il y a des personnes qui ne savent pas effectivement gérer l'autonomie et pour qui l'autonomie signifie de se débrouiller tout seul. Et là, effectivement, sentiment d'abandon très fort, qui peut être d'ailleurs justifié. C'est-à-dire que même avant cette période de télétravail, moi, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. On voit plus notre manager. Hein. Les managers sont pas assez présents auprès de leurs équipes. Les managers, ils sont dans des groupes de travail, ils sont dans des groupes projets, ils sont dans des cellules, dans des commissions, ils sont dans des travaux transverses et finalement insuffisamment auprès de leurs équipes. Et je crois que le télétravail a encore renforcé cet aspect-là. On sait que il y a un mécanisme psychosociologique qui est très connu dans les périodes de crise, de changement, de pandémie, c'est des périodes de fragilisation. Et une période de fragilisation doit être suivie d'une période de reconstruction et de réadaptation. Donc je pense qu'il y a à mettre en place des accompagnements individuels et collectifs. Peut-être qu'on en reparlera dans les points suivants. Merci. Oui, en tant que délégué syndical, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est votre témoignage pour comment est-ce qu'on peut continuer, quand on a une activité syndicale, à toucher les gens, à avoir cette activité syndicale avec des gens qui sont en télétravail, alors pendant la pandémie, et puis le retour, comment s'est-il fait, et voilà. Et puis surtout, quelles sont peut-être les revendications, les retours que vous avez des gens avec le besoin de prise en charge des frais, voilà. Mais en tout cas, comment est-ce qu'on a encore une activité syndicale, comment on touche les gens quand finalement les gens sont en flex-office, sont en télétravail, maintenant ils ne travaillent plus les mêmes jours, enfin voilà. Alors merci pour l'invitation, bonjour tout le monde. Déjà, Schneider Electric, rappelez la photo, c'est quand même une grosse entreprise de 15 000 personnes avec des lignes de production, des fonctions locales et des fonctions monde. Donc fonctions monde dans ce sens que c'est des gens qui sont appelés à se déplacer à l'international. Donc pour revenir comme sur la problématique de télétravail, ce qui est important de voir, c'est que ces problématiques-là étaient déjà adressées par Schneider. Schneider a les moyens organisationnels et financiers pour toutes les métamorphoses de travail. Après, il faut les mettre en œuvre, c'est pas évident. Mais tout était au minimum embryonnaire avec le matériel qui va bien. Donc ce qui s'est passé, c'est avant tout une accélération, parfois fulgurante. Mais on a des salariés, par exemple sur Grenoble, qui travaillent qu'avec des gens à l'étranger, y compris leurs managers. Le premier management international pour la prise en compte des droits français est aussi une vraie problématique. Donc,
sur ce télétravail, globalement, Schneider, il est volontaire. Ça, c'est quelque chose qui a été dit, qui est vraiment important. Rappelez que pendant le confinement, c'était imposé et que le télétravail s'accompagnait de la présence éventuellement des enfants et aussi du confinement en dehors du travail. Donc, du sentiment d'isolement qui a fait que même des salariés ont pu revenir travailler pendant le confinement pour leur préserver leur santé mentale. On a aussi le flex office. Et là, pareil, entre tous les métiers, donc c'est très difficile de généraliser, c'était dit, entre des gens qui fondamentalement sont un jour par semaine à leur travail, parce qu'ils sont en déplacement à droite, à gauche, ou des gens qui ont un travail où ils sont postés quasiment sur des fonctions support, le flex office ou le télétravail n'ont pas du tout les mêmes impacts. Globalement, alors important si, à Schneider, le flex office, on est assuré d'avoir un poste. On ne cherche pas, on a un emplacement. On sait qu'on va pouvoir se poser. Ce qui change, la grosse mutation, a été plutôt la suppression des bureaux individuels à des passages d'open space de 26, 39 ou 40 personnes. Ou dans le même open space, on a éventuellement des fonctions différentes. Donc pas les mêmes problématiques. Après, on a quand même, on a sur la presqu'île de Grenoble, de très beaux sites bien aménagés. Mais ça reste fondamentalement une mutation profonde de la façon de travailler. Et pour l'acceptation du télétravail aussi, le fait qu'il y ait ces regroupements de sites, donc là je parle plus de Grenoble, il y a effectivement un intérêt matériel, donc en temps et financier, à ne plus venir sur un site de la presqu'île quand on est positionné de l'autre côté de la vallée du Grésivaudan, par exemple. Donc ça, c'est toutes des problématiques à prendre en compte. Donc dans le cadre de l'activité syndicale, de toute façon, c'était déjà compliqué avant. Mais après, on s'adresse à ses salariés. Nous, on fait des réunions Teams, hein, comme tout le monde. Donc on fait du virtuel. Et on essaye d'avoir des actions de terrain. Mais on s'adapte, on utilise les mêmes canaux que l'entreprise. Concrètement, on essaie de fonctionner pareil. Ce qui est sûr, c'est que là, on reste encore avec une génération assez connue par les représentants du personnel. Par contre, progressivement, avec de plus en plus de nouveaux et de jeunes qui rentrent, qui n'ont pas leur réseau au sein de l'entreprise, on risque de se retrouver avec des gens qui ne savent pas forcément vers qui se retourner. Alors là, il y a quand même aussi, et c'est ce qui est fait aussi par le management, en fait, toutes ces choses-là, le management est extrêmement important pour garder le collectif de travail. C'est-à-dire comment on fait pour rester identifié à son équipe alors qu'on est en télétravail. Bien avant le télétravail, rencontrer des salariés sans avoir pris rendez-vous avec, c'était déjà compliqué. Donc avec le télétravail, la problématique ne change pas fondamentalement. Très bien. Et est-ce que vous ressentez justement un recentrage chez les salariés sur des considérations plus personnelles plutôt que le collectif? Est-ce que le collectif peut se recréer quand on a été comme cela aussi isolé, aussi dispersé? Est-ce que maintenant, quand les gens reprennent leur rôle dans l'entreprise, est-ce qu'il y a toujours du collectif qui se crée? Oui, il y a toujours. Est-ce que c'est encore une considération? Est-ce qu'il y a une demande de collectif? Il y a toujours une demande forte de collectif. Et là, je reviens sur le lac de management qui est fort. Il y a possibilité. Alors, le télétravail est possible, sauf s'il faut être au travail, physiquement. Donc, typiquement, on peut faire des réunions de travail. Ça veut dire qu'on ne peut pas imposer à sa hiérarchie d'être en télétravail. S'il faut être physiquement présent pour une réunion, pour créer du collectif, par exemple, les salariés viennent travailler. Donc ça donne les moyens de recréer en fait du collectif et les salariés sont demandeurs. Un certain nombre, après, toujours des exceptions. On me demande de vous demander des réponses courtes. Ah. Voilà. Alors moi, je vais vous lancer sur un autre sujet qui colle, je crois, à la métamorphose des relations de travail. C'est aussi les changements de comportement au travail et la prohibition, désormais même très stricte, des agissements sexistes. Et parallèlement à cela, la multiplication des échanges informels sur les différents réseaux sociaux.
Et donc, les relations de travail sont aujourd'hui, on demande un respect très strict, éviter toute blague sexiste, etc. Les gens échangent beaucoup aujourd'hui sur des réseaux, groupes WhatsApp, etc., qui ne sont pas forcément des échanges qui sont contrôlés et contrôlables par l'employeur. Et est-ce que vous percevez des difficultés parmi les salariés à respecter ces nouvelles exigences et c'est à respecter aussi une certaine mesure dans les relations, dans les échanges informels sur les différents réseaux? Toujours moi. Oui, allez-y. Oui, en fait, là, pareil, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Schneider est une entreprise qui a les moyens. Donc, elle met en œuvre des programmes depuis assez longtemps, typiquement sur les stéréotypes de genre, les agissements sexistes. Donc, le message passe à la longue. Donc, il y aura toujours quelques cas à droite, à gauche. Sur les réseaux sociaux, je pense que les salariés ne mesurent pas bien les conséquences de ce qu'ils postent sur les réseaux sociaux. Oui. Bon, alors, moi, j'ai envie de dire qu'une entreprise, comme n'importe quel collectif, c'est un lieu où coexistent des identités multiples, hein, qu'elles soient religieuses, politiques, sexuelles. Et ce qu'on constate, nous, c'est que et il y a un lien très fort avec ce que les personnes expriment à titre privé sur les réseaux sociaux. On a de plus en plus de répercussions de ces expressions dans des situations après qui peuvent devenir conflictuelles entre salariés. J'ai envie de dire, en ce moment, on doit avoir 5-6 signalements quand même qui sont l'expression de souffrance réelle, qui n'a rien à voir avec l'activité professionnelle en soi, mais qui a des impacts au travail. Alors ça peut être une rupture qui se passe pas bien entre deux amants, ça peut être entre la personne qui est candidat aux législatives et qui a fait où un syndicat s'est permis de soutenir sa candidature et du coup il doit assumer aussi les conséquences de son expression politique et il vit mal les débats que ça a créé, les pressions qu'il peut aussi avoir. On a une plainte en diffamation actuellement parce que l'histoire du burkini, des positions publiques qui ont pu être prises. Et on demande à l'entreprise de gérer ça. Alors, c'est pas plus simple dans le milieu scolaire, milieu universitaire, mais on nous demande une obligation de sécurité qui fait que dès qu'on a un signalement, ça nous prend une énergie incroyable de faire des enquêtes pour des choses qui relèvent du vivre ensemble. Et sur lequel, nous, en tant qu'employeurs, on a quand même peu de prise et qui nous prennent une énergie incroyable. Ce qui pouvait être perçu comme un compliment à une jolie fille qui arrive dans le service, où c'est clairement aujourd'hui une connotation sexiste, on doit intervenir, on fait des remarques. Alors il y a aussi un effet générationnel, ce qu'une personne de 55 ans peut prendre comme un compliment, aujourd'hui ça passe plus, donc on doit faire des courriers, un peu de recadrage, même si on n'est pas sur à des gens qui le vivent, mais très très mal, mais on a cette obligation-là. Voilà, ça nous prend... moi, je remarque une recrudescence de situations conflictuelles qu'on doit gérer et qui n'a rien à voir avec l'activité en tant que telle, mais qui crée quand même de la souffrance. Je ne supporte pas les talons aiguilles de ma collègue dans son parfum, et ça crée, ça peut créer des tensions avec... Parfois, la médecine du travail qui ne nous aide pas non plus parce qu'il nous fait des signalements et puis en fait, sur lequel on ne peut pas empêcher les gens de travailler ensemble quand ils doivent travailler ensemble. Et pourtant, les relations conflictuelles, pour moi, c'est aussi entre les personnes, c'est inhérent au collectif. Et la responsabilité qui pèse aujourd'hui sur les entreprises, on a une obligation de sécurité, c'est comme si cette immersion du privé, c'est la porosité aussi de ce qui s'exprime dans les réseaux sociaux, qui a des répercussions. On ne sait pas quoi en faire. Et de résultats. Voilà. Donc ça a beaucoup d'énergie pour alors, qui n'a pas forcément à voir avec l'organisation, avec les métiers, les évolutions, mais du fait qu'il y a des tensions entre les personnes qui ne sont pas nouvelles, mais qu'on nous demande de gérer. Voilà.
Côté inspection du travail, non, c'est pas des thématiques ça, qui reviennent souvent, ça a toujours existé, hein, concrètement, c'est pas quelque chose de nouveau. On en voit assez peu parce qu'en général, c'est quand même plutôt bien géré par les DRH quand même, en général. Moi, j'ai eu quelques cas, alors c'est plus souvent par rapport à des activités, on va dire, professionnelles, où c'était quasiment de tradition. C'était d'usage, bon. Je vais prendre le BTP par exemple, typiquement les transports par exemple. C'est vrai que c'est des milieux qui sont très masculinisés et donc du coup on ne voit pas où la blagounette finalement elle viendrait heurter la personne. Voilà. Mais quand effectivement il y a une jeune apprentie qui arrive dans ce milieu qui est très oppressant parfois. Hein, c'est vrai, voilà. Et moi, je pense que c'est pas que dans le BTP. Non, je prenais l'exemple, hein, mais voilà. Moi, à l'inspection du travail, c'est vrai que parce que c'est un comportement qui perdure, etc., c'est pas qu'un acte isolé. On est plus souvent interpellé sur ces activités-là, en fait, effectivement, où là, il faut vraiment discuter avec tout le monde, où c'est pas un cas isolé, effectivement, où l'ARH va arriver à le cibler, et effectivement, à en discuter, à l'éliminer. Sur des activités où c'est vraiment une tradition, il faut un travail beaucoup plus long, en fait. Il faut vraiment former, il faut vraiment sensibiliser les gens, etc. Et surtout, ce sont des métiers où on a de plus en plus de femmes qui viennent dans ces métiers, ce qui ne se faisait pas auparavant. Donc effectivement, il y a un petit retard, on va dire, mais effectivement, ils prennent des choses en place. Effectivement, et du fait que ce soit une obligation de sécurité, de résultat, la difficulté, elle est que l'employeur, effectivement, il doit démontrer qu'il a mis tout en œuvre pour effectivement éviter que le risque se produise, en fait. Et c'est ça qui est très compliqué. Donc en général, non, au niveau de l'inspection du travail, c'est pas vraiment le gros du problème. Moi, ce que je perçois, l'impression que j'ai aussi, c'est qu'il y a un problème de formation et d'information, de changement des mentalités, parce que l'interdiction du sexisme, c'est quand même plutôt récent dans les textes, et c'est quand même très strict. Hein. Une blague, n'importe laquelle, une blague, une blague sexiste, c'est un acte totalement proscrit. Et moi, dans ma clientèle, ce que je perçois, c'est qu'il y a notamment des cadres d'une cinquantaine d'années qui ont 20-30 ans d'ancienneté, qui n'ont pas forcément pris le tournant, quoi, et qui, notamment à l'occasion de repas peut-être informels, qui ont bu un verre de vin et qui vont rigoler sur... Et puis, moi, j'ai l'exemple d'un salarié qui a été sanctionné de manière assez grave, puisqu'il a perdu son emploi, sur le fait d'avoir tenu, à l'occasion d'un repas, un discours, une blague qui a indisposé une de ses collègues en faisant remarquer qu'elle avait une poitrine qui l'avantageait énormément. Eh bien, ça a été perçu comme sanctionné de manière assez... dure, il me semble. Néanmoins, et mon client me dit, je ne savais pas. Je ne me suis pas rendu compte que je n'avais pas le droit de le faire. Voilà. Et même une blague, c'est pas possible. Voilà. Donc, il me semble qu'il y a un problème de formation et d'information. J'ai juste eu par exemple le cas dans un grand laboratoire pharmaceutique allemand où effectivement il y avait un colloque et la personne parlait au micro et son chef lui dit « Tu as une très belle voix ». Et la personne qui était un homme a pris ça comme un acte gay, en fait. Et ça a créé, mais alors vraiment une polémique, une rumeur. À partir du moment où la rumeur, elle est née dans l'entreprise, c'est terrible pour y mettre fin. C'est terrible. La personne a eu beau être sanctionnée, j'ai beau intervenir, s'acheter. La rumeur, elle est là. Et donc, du coup, derrière, cette personne, quand elle se promène dans les couloirs, tout le monde fait... etc. Enfin, et c'est terrible. Parce que ce directeur, en fait, il m'expliquait sa souffrance. Et il fait, moi, je suis complètement décrédibilisé, en fait, par rapport à mes équipes. Alors, ce sont des médecins, etc. Et c'est terrible. C'est terrible. Oui, compliment, blague sexiste. Oui. Moi, je voulais vous rejoindre aussi, je vous rassure, on ne sait pas quoi en faire non plus, nous les médecins du travail. Mais je pense que c'est le problème de la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle, mais dans tous les champs, c'est-à-dire le temps de travail, l'utilisation des outils, mais aussi la vie privée. Et moi, j'ai un cas justement en ce moment où une salariée dans une entreprise, elle a une histoire de cœur qui s'est fini. Et puis dans l'entreprise, il y a aussi l'autre maîtresse. Et ça devient très compliqué. Et la salariée vient me voir en me disant « Mais docteur Carrette, ça impacte ce que je vis au travail, donc ça vous revient, quoi. Et vous devez m'aider. » Alors j'ai dit là, il y a la psychologue du travail, alors on va voir. Mais ça devient... c'est des cas dont on ne sait pas quoi faire, quoi. Parce qu'effectivement, ça lui génère une souffrance au travail, c'est réel, hein, parce que la situation étant très compliquée, les échanges, ce qu'elle doit faire avec les uns les autres, puis l'image qu'elle a dans l'entreprise aussi. Mais qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Donc on essaie de faire au mieux, comme tout le monde. Oui, je trouve aussi qu'on est dans une époque où on est extrêmement chatouilleux, très très chatouilleux. Il faut faire, on est un peu sur la brèche tout le temps.
Bon, moi, de là où je suis, j'entends surtout parler d'invectives sexistes plutôt que d'agissements sexistes. Alors, c'est pas d'aujourd'hui, effectivement, mais je pense que, comment dirais-je, il y a quand même une violence verbale au travail. Qui n'est pas toujours... j'ai le sentiment parfois que les gens ne sont pas tellement conscients de ce qu'ils peuvent dire, de la manière dont ils peuvent le dire. Finalement, est-ce que c'est pas, pardon de la banalité, est-ce que c'est pas tout simplement une question d'éducation? On arrive éduqué dans le monde du travail et on trouve normal de dire à un collègue, à un manager, etc., de s'adresser à lui d'une certaine manière. Où effectivement la dimension sexuelle peut être très très importante. J'ai beaucoup de femmes effectivement que je reçois et qui me font part de propos où même après 2 décennies d'expérience de métier, je m'étonne encore. J'ai une personne qui récemment m'a dit voilà, moi je préférerais carrément une main aux fesses plutôt que 10% de ce que j'entends toutes les semaines. Des atteintes régulières à l'intégrité, comment dirais-je, au corps, à l'intégrité physique au corps. Donc voilà, moi j'ai l'impression que, je sais pas, quand je dis c'est une question d'éducation, est-ce qu'il faut, comment dirais-je, arriver à lisser à grands coups de charte les comportements, les propos voilà. Est-ce qu'il faut procéduriser finalement notre parole dans les relations de travail? J'en arrive à me poser cette question-là. Oui, procéduriser, parce que le problème, c'est que moi, l'expérience que j'ai, c'est que j'ai parfois accompagné des managers qui eux-mêmes ne savaient plus comment manager, s'inquiètent de fermer une porte lorsqu'ils sont dans un bureau seul avec une femme. Donc ils me disent, moi j'ouvre la porte, mais ouvrir la porte et dire des choses parfois pas très agréables à la personne, voilà. Donc moi j'ai la sensation d'un mal-être, enfin oui, d'un malaise en tout cas, entre la nécessité de permettre à chacun et chacune d'avoir des relations de travail respectueuses et sereines, et puis d'un autre côté de maintenir des relations cordiales avec parfois des plaisanteries. Alors on plaisantera, je pense, dans quelques temps plus du tout des mêmes choses. Voilà. En tout cas, moi j'invite chacun de mes clients à ne plus jamais faire de plaisanteries à connotation sexiste, graveleuse, enfin voilà, raciste, n'en parlons même pas, voilà. Mais les relations de travail, l'évolution, la métamorphose, moi je la sens et je suis parmi mes clients, je pense qu'il y a des gens qui me disent qu'ils ne sont pas forcément très à l'aise avec des relations qui sont totalement devenues aseptisées, voilà. Ouais, j'ajouterais, j'espère qu'on n'en reviendra jamais aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a tellement peur effectivement que la main au claque c'est 2 millions de dollars, etc. La main aux fesses, pardon, c'est 2 millions de dollars, que du coup, ce qu'ils font en fait, c'est qu'il y a des plateaux hommes, des plateaux femmes, il y a des ascenseurs pour les femmes, des ascenseurs pour les hommes, de telle manière à ne pas mélanger effectivement cette mixité. Et on en arrive là aux États-Unis. Hein. Et vu qu'effectivement, en plus, potentiellement, des bureaux d'avocats se proposent même d'aller chercher les services, etc. pour voilà, essayer de mettre le cas en place, etc. Enfin, ça devient très compliqué. Et aux États-Unis, on arrive à une situation qui est complètement ubuesque, ça veut dire qu'effectivement il n'y a plus du tout de mixité quasiment dans les gros bureaux d'avocats, etc. C'est très compliqué. Je crois qu'on a tenu notre... C'est cela ? Voilà.